Bonjour, donc nous reprenons donc pour cette deuxième Capri TV de la matinée. Donc sur ce plateau, j'accueille les deux Clément. Clément Vinatier-Rocher, Clément, donc voilà, qui est éleveur en Deux-Sèvres. Bonjour. Et puis Clément Baillet, bonjour, qui est éleveur dans les Landes, comme son accent le trahit. Donc cette table ronde, en fait, elle est organisée autour d'une thématique qui s'appelle s'installer en race locale, c'est possible. Voilà, il y a plein d'idées reçues sur ce fait, mais vous allez les casser, en fait, parce que pour vous, l'installation en race locale, c'est non seulement possible, mais en plus viable. Donc ce que je vous propose peut-être l'un et l'autre, c'est de présenter votre exploitation et puis un petit peu votre parcours. Donc Clément, je me trompe pas, hein. Ouais. Donc Vinatier. Donc Clément Vinatier, je suis installé dans le sud des Deux-Sèvres, dans le pays mélois. Donc sur la ferme, on est trois installés depuis 2013 maintenant. On a deux ateliers principaux qui sont donc la partie chèvre avec une 60aine de chèvres poitevines. On transforme tout le lait à la ferme. Et un autre atelier où on transforme du blé et du petit épeautre en farine et Marion fait le pain ensuite derrière. Donc avec Nico, on est tous les deux sur la partie chèvre et fromage. Donc comme je vous disais, on transforme tout le lait. Combien de chèvres, rappelle-moi? On a 60 chèvres, on a 60 chèvres poitevines. D'accord. Donc transformation et vente en direct sur des magasins de producteurs Voilà, donc on transforme le lait en lactique pour une grosse partie. On fait de la tome aussi et des yaourts. Et on vend tout ça sur 2 marchés et plus un marché sur la période estivale où on a plus de marchandises. Et ensuite on vend dans des magasins, que ce soit des magasins de producteurs ou après par le biais de plateformes internet où les clients peuvent chercher des produits de différents producteurs. D'accord. Rappelle-moi, la création de l'exploitation, des installations, ça fait combien de temps là maintenant? Vous avez combien de temps de recul sur votre activité? Là, donc en fait, officiellement, on s'est installé en 2013. L'année 2014, ça a été l'année de la mise en place des bâtiments, du cheptel et de tout ça. Et les premiers fromages sont sortis en 2015. D'accord, ok. Bon, on va revenir sur tout ça, puis on va revenir sur la chèvre poitevine après. Donc Clément, ton exploitation, un peu ton contexte d'installation. Alors moi, mon contexte d'installation, je me suis installé d'abord tout seul en 2010, avec un profil plutôt double actif au départ, avec donc des chèvres des Pyrénées et un deuxième atelier d'engraissement de porc gascon en plein air. Et petit à petit, l'outil s'est développé jusqu'au moment où on a créé un GAEC et où on s'est associé avec donc Marie, mon associé qui est toujours associé avec moi. D'accord. Et aujourd'hui, on a un troupeau de 150 pyrénéennes. Ok. En système un peu grand pastoral, hein, où on a la chance d'avoir un territoire sur lequel on peut sortir et pâturer dehors 365 jours par an. D'accord. Avec une complémentation quasiment zéro et avec un objectif, tout est en transformation lactique ou au moins 95%. On fait un petit peu de yaourt, on fait quelques à côté, mais l'essentiel de la production a été coulé en lactique. On a monté un magasin de producteurs il y a 7 ans avec 3 fermes qui aujourd'hui regroupent les produits d'une 100 fermes à 150 km autour de chez nous. Pour lequel on a embauché des salariés parce que c'est difficile de se couper en morceaux quand même. D'accord. Avec un système donc de pâturage permanent et exclusif et en monotraite. Parce qu'à un moment, il faut avoir du temps pour... À deux, c'est quand même... ça occupe bien les journées. Pas de salariés sur l'exploitation, d'accord. Et peut-être alors... à peu près tout. Clément, pourquoi la chèvre des Pyrénées? Alors vraiment, la chèvre des Pyrénées, au départ, ça nous est vraiment, dès le départ, tombé un peu dessus par hasard parce qu'on ne pensait pas spécialement monter un troupeau caprin et... On a pris d'abord des animaux dans un but de débroussaillage et de nettoyage de parcelles suite à la tempête de 2009 et enfin tout ce qui s'en est suivi. Et puis finalement après ça a été un peu le coup de cœur pour peut-être un coup de cœur esthétique pour le coup de la race. D'accord. Et après on a vraiment tout axé sur un système plus réellement paysan dans le sens où l'objectif c'est d'avoir des animaux plus rustiques, plus durables, adapté à la valorisation de ce milieu qui est divers, qui est varié,
où on a besoin d'avoir des animaux qui sont capables de valoriser à l'année, y compris l'hiver, pas que au printemps de la nourriture dehors. D'accord. Aujourd'hui, on a quasiment un volume de fourrage ridicule qui doit avoisiner 10 tonnes pour faire manger tous nos animaux. Donc, c'est vraiment exclusivement axé sur la pâture. Et je pense que sans la rusticité de ces animaux et le travail de sélection autour de cette rusticité, puisqu'il est primordial, hein, ça reste quand même une contrainte, les races à petit effectif dans ce sens, et qu'il y a toujours du travail de sélection à faire. Je vois en me promenant ici qu'en Alpine et en Saanen, la démarche est la même. Hein, le travail de sélection ne s'arrête jamais. Hein. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des résultats technico-économiques plutôt intéressants dans le modèle. Quelle production en fait à l'année en volume transformé? On transforme entre 20 et 30 000 litres de lait. D'accord, très bien. Clément, pourquoi la chèvre poitevine, pardon, excusez-moi? Pour plusieurs raisons. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans en tant qu'animateur technicien de l'association de la race poitevine. D'accord. Bon, ça a fini de me convaincre sur la race, je crois, dans tous les cas. C'est la plus belle et tout le travail. Voilà, et puis en fait, j'ai rencontré plein d'éleveurs qui élevaient des chèvres poitevines, et toutes ces rencontres, elles forgent forcément justement le caractère... l'affect, quoi. Ouais, l'affect après. Et puis, donc moi, je suis éleveur dans le pays mélois. C'est le berceau d'origine de la race poitevine aussi. C'est là où elle a évolué, où la sélection s'est effectuée pendant des années et des années. Et après, nous, dans nos systèmes qu'on voulait mettre en place au niveau de la ferme, donc on voulait un système pâturant. Alors moins pâturant que ce que dit Clément quand même, parce que nous, elles ne sortent pas à belle année, les chèvres. Elles sont quand même en bâtiment sur la période hivernale. Sur la période hivernale. En tout cas, on voulait une chèvre de ce type-là et qui nous fasse des fromages aussi intéressants. Et la poitevine a une caractéristique aussi, c'est une particularité, c'est qu'elle a un lait qui est très riche en une certaine protéine et qui lui donne donc un meilleur rendement fromager et aussi une qualité au niveau gustatif qui est particulière. D'accord. On va pas dire plus intéressante, hein, mais on va dire qui est différente. Particulière et qui peut être valorisée du coup sur le marché peut-être, c'est ce que vous faites, je crois, voilà, avec sur le le marché. sur feuille. Et puis effectivement, on a des fromages qui sortent, qui ont des goûts différents, des fromages qu'on peut retrouver avec d'autres races. Ça fait partie justement de la diversité des races qu'on a et de la diversité des produits qui en sont issus derrière. D'accord, des produits avec du caractère, quoi, en fait, bien particulier. Ouais. Alors du caractère, oui, mais c'est vrai qu'en poitevine, en fait, ça demande plus de temps pour qu'on ait un caractère caprique qui sorte sur les fromages. On a une douceur au démarrage qui est plus longue par rapport aux autres races. D'accord. Alors juste pour parler de vos races un petit peu, la race poitevine, c'est quel effectif national et quelles sont les problématiques aujourd'hui qui se posent dans sur cette race aujourd'hui, on est à presque 5000 chèvres qui sont recensées sur tous les éleveurs présents en France, parce qu'il n'y en a pas que dans le Poitou-Charentes. Dans le Poitou-Charentes, il y a à peu près un tiers des effectifs. Le reste est basé en Bourgogne, en Bretagne, un peu dans le sud-est de la France. Et 5000 chèvres, c'est un niveau donc, sur lequel on peut compter si on a envie de s'installer en tant que jeune éleveur, donc pour produire de la génétique, ou c'est compliqué quoi, en fait, pour c'est beaucoup faire moins de la compliqué sélection qu'il y a 30 ans. Ouais. Parce qu'il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, justement, quand l'association a été créée, il y avait 800 chèvres qui étaient recensés. Waouh, il y a eu un bon progrès, oui. Donc là, c'était quand même beaucoup plus compliqué pour réussir justement à échanger des animaux, surtout pour les problèmes de consanguinité. Donc c'était très très compliqué. Là, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus à l'aise, mais on surveille toujours cette variabilité génétique parce qu'il y a quand même... on se rend compte qu'il y a des choix des nouveaux éleveurs sur certains types d'élevage, sur certains élevages, et donc du coup on a souvent les mêmes animaux qui servent pour installer de nouveaux éleveurs. D'accord. Et donc on surveille toujours la variabilité génétique de la population pour éviter d'avoir trop de consanguinité au sein de la population. D'accord, mais toutefois on peut voir qu'en 30 ans on passe de 800 à 5000, donc même avec peu d'effectifs il y a toujours une capacité de progrès dans la mesure où il y a une association qui prend en charge l'objectif, quoi, et que aujourd'hui, on est à 5000, mais j'imagine que votre perspective ou la volonté de l'asso, c'est de poursuivre ce développement ? Oui, bien sûr. L'objectif, c'est qu'on n'ait plus besoin d'animateurs au niveau de l'association. Qu'on sorte d'une race menacée, c'est ça ? Oui, voilà, qu'on sorte, ou en tout cas que le poste évolue, que ce ne soit pas juste... c'est pas que ça, mais il y a beaucoup de travail qui est fait sur la partie généalogique importante et comme je vous disais, sur la partie choix des reproducteurs pour les éleveurs pour éviter les problèmes de consanguinité. D'accord. Alors aujourd'hui, ça évolue aussi
fortement parce qu'on essaye de plus en plus de travailler aussi sur des données en fait, qu'on pourrait transmettre à des futurs éleveurs. Des gens intéressés? À des gens intéressés, donc des données plus technico-économiques. Parce qu'aujourd'hui, le gros frein pour l'installation de nouveaux éleveurs, c'est qu'on n'a pas ces données-là. Les races aujourd'hui à petit effectif sont encore beaucoup trop peu connues par les candidats. Ouais, ou on va dire de manière générale l'administration agricole en France est donc trop peu connue et souvent trop pointée du doigt comme étant des chèvres avec lesquelles on ne peut pas s'installer. Il y a une stigmatisation, voilà. C'est vous qui avez dit le mot. Très bien. Non, mais oui, c'est ça en fait. Et donc nous, on essaye justement de mettre en place des références pour pouvoir les donner aux gens qui ne connaissent pas en fait les races. Parce que c'est ça le problème, c'est que les gens ne connaissent pas et parlent sans savoir. Donc quand on aura ces outils-là, on pourra leur transmettre et après on pourra parler en connaissance de cause. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre d'éleveurs qui s'installent avec nos races sur des structures qui du coup sont viables. Alors c'est pas si vieux que ça, mais en tout cas aujourd'hui on voit qu'il y a que ça marche, il y a des résultats. Et donc on essaye de mettre en place ces outils-là pour pouvoir le promouvoir aussi. D'accord, donc c'est marquer sur le papier ce qui se passe dans les fermes pour pouvoir le diffuser et faire des références technico-éco pour les futurs éleveurs, quoi. Ouais. D'accord. Clément, donc vous, sur la chèvre des Pyrénées, combien donc l'effectif national et puis où on en est aujourd'hui du développement de cette race? Eh bien, l'effectif national aujourd'hui de la chèvre des Pyrénées, c'est à peu près 5000 mères. D'accord. Donc on est toujours au coude à coude avec les Potevines, hein, ouais. Sachant qu'on a quand même un territoire à gérer qui est beaucoup moins large que le leur, puisqu'en fait le territoire de la Pyrénéenne, c'est forcément, comme son nom l'indique, plutôt l'axe pyrénéen. Il y a beaucoup de complexité et c'est sur ce que je voudrais rebondir, c'est sur la partie, l'importance de la partie associative. Et l'animation de l'association, qui en fait est primordiale parce que nous, on a une double contrainte encore, c'est qu'on a une chèvre mixte. Donc oui. C'est-à-dire qu'il y a autant d'éleveurs, il y a même plus d'éleveurs qui élèvent cette chèvre pour la production de chevreaux que pour la production de lait. Quand encore en plus de ça, il y a des éleveurs qui mènent des pratiques mixtes, c'est-à-dire qu'ils laissent élever les chevreaux sous la mer et ensuite ils se mettent à transformer du fromage une fois valorisés les chevreaux. Donc dans toutes ces données, on est obligé, pour la ressource génétique aussi, de faire une récupération de données la plus précise possible, de manière à garder une ligne de sélection commune qui ne se divise pas entre les laitiers et les allaitants, parce que c'est là qu'on peut arriver à des goulets d'étranglement dans les attentes de chaque éleveur et de chaque stratégie, si on peut dire. Donc on a vraiment besoin d'avoir une chèvre homogène, et cette sélection, on essaye de l'orienter là-dedans, qu'elle puisse convenir aux laitiers et aux allaitants. Donc le début en fait du travail des assos, c'est le schéma de sélection, quoi. C'est réussir à organiser ce schéma de sélection pour pouvoir produire des sujets, quoi. Ouais, alors nous en tout cas on ne parle pas de schéma de sélection parce que vu qu'on est sur une toute petite population, on ne va pas pour l'instant faire trop de tri comme sur un schéma de sélection qu'on retrouve en Alpine Sanon. D'accord, c'est plutôt gérer les croisements. Voilà, nous, ouais, ça, et on a mis en place un schéma d'amélioration génétique, on va dire, où, alors ça améliore, c'est chacun qui prend un petit peu ce qu'il veut dans les éleveurs. On a mis en place des critères et après des outils en face et chacun applique avec ses possibilités ces outils-là. Et comme ça nous fait des données, en tout cas au niveau de l'association. Et les éleveurs qui veulent des reproducteurs peuvent aller chez tel ou tel éleveur selon les critères de son choix. Mais on n'impose pas de critères de sélection dans tous les cas. D'accord. Vous travaillez avec Capgène, pas du tout? Enfin, c'est comment les outils de la filière, enfin. Ouais, alors on travaille avec Capgène, oui, parce que le Capgène est l'organisme de sélection qui est reconnu donc d'un point de vue européen. Donc toutes les races caprines à petit effectif et les races caprines françaises sont sous l'égide de Capgène. D'accord. Donc c'est eux qui détiennent le livre généalogique. Donc ça c'est la version officielle des 5000 chèvres qu'on a chez nous et chez les Pyrénéennes et dans toutes les autres races. D'accord. Mais tout le travail est fait par les associations et par les éleveurs. D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Clément, chez vous, donc c'est pareil au niveau de le travail de l'asso, donc l'animation de la génétique. Et Clément parlait de diffusion d'indicateurs technico-éco. Est-ce que vous en êtes là aussi, du coup, avec cette diversité à l'étang laitier? Alors ça doit être moins simple. Pour être honnête, j'ai pas été mettre mon nez vraiment dans l'assaut de la chèvre potevine, mais nous, on vient de mettre à jour un référentiel technico-économique
pour s'installer à travers différents modèles avec... Enfin, il va sortir en vrai d'ici un mois, il est à l'impression. Hein. Donc dans ce référentiel technico-économique, en réalité, on a mis 4 cas types d'élevage allaitant et 3 cas types d'élevage laitier. Avec nous, évidemment, à chaque fois, il faut qu'on mette en parallèle les gens qui vont en estive, les gens qui n'estivent pas, les gens qui restent en plaine, les gens qui ont des animaux qui sortent. Il y a une diversité de modèles impressionnante. Il y a tellement de diversité de modèles qu'on a réussi à monter 7 cas types avec le maximum de données économiques que des éleveurs ont voulu transmettre. Hein. Ça a été un travail d'un stagiaire de l'école d'ingénieur agronome de Montpellier. Et grâce à tous ces outils, on arrive à pouvoir fournir des données qui commencent à tenir la route et à expliquer que la chèvre des Pyrénées, elle a toute sa place dans un vrai modèle paysan, y compris dans des petites structures sur lesquelles on nous explique aujourd'hui qu'il est impossible de travailler. On a beaucoup de zones, nous, dans les Pyrénées, où il y a de la déprise, où il y a de la place dans des exploitations qui font péniblement 5-10 hectares ou comme ça. On nous explique que c'est difficile à valoriser. D'accord. Et en fait, cette chèvre qui a une rusticité folle et qui a une adaptabilité parfaite à son territoire, elle a une vraie place d'entretien, d'ouverture de milieu, de débroussaillage, d'éco-pâturage. Elle peut être mêlée à des tas de systèmes qui deviennent complémentaires. D'accord, un élevage, c'est complètement adapté à un potentiel élevage fermier, quoi, avec valorisation, transformation des produits, recherche de la valeur ajoutée. Ça, les chiffres, ils parlent tout seuls. Aujourd'hui, je ne pense pas me mouiller à dire que sur les 250 adhérents, il y a 0 éleveur qui livre du lait. Qui livre du lait. Il n'y en a aucun. D'accord. 100% des éleveurs fromagers sont transformateurs et vendent en direct. D'accord. En plus, dans ce que j'entends que vous dites, finalement, effectivement, il y a un certain nombre de difficultés qui est lié à la consanguinité, au petit nombre d'effectifs, etc. Par contre, il y a une vraie solidarité, semble-t-il, entre les gens qui sont engagés dans ces races. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, il y a un attachement, un affect qui est fort et une volonté à montrer que c'est possible. Est-ce que ça, c'est une chance pour vous? Ça, je pense que c'est une clé. Notre animation de réseau, pour le coup, et cette dynamique associative, étant donné que tout ce qu'on peut présenter sur les races n'est que... Toutes les données qu'on collecte plutôt sont données par les gens de manière volontaire. D'accord. On ne peut pas forcer quelqu'un qui a des Pyrénéennes chez lui à adhérer à l'association, bien sûr, à nous transmettre ses données généalogiques et tout ça. Donc, c'est uniquement de l'accompagnement et énormément de pédagogie à dire aux gens, mais mesurer l'importance des indicateurs qu'on arrive à vous donner aujourd'hui sur la consanguinité de votre troupeau, sur l'apparentement, sur les familles de souches originales qu'il faut éviter de faire disparaître, même s'il y a du travail de sélection dessus. On essaye vraiment de plancher à tout ça de manière un peu pédagogique et bon enfant pour avancer tous ensemble sur ces sujets, quoi. D'accord. Voilà, et ça c'est vrai du coup en interne dans les associations, et depuis quelques années maintenant il y a aussi des rencontres qui se font, alors aussi ici aujourd'hui au sein de Caprinov, mais tous les ans maintenant il y a des rencontres qui se font en début d'année entre toutes les associations de races à petit effectif. Donc ça peut être, c'est aussi bien les animateurs que les membres du conseil d'administration qui peuvent participer pour pouvoir échanger justement sur les pratiques de chacun, les questions de chacun. Et du coup, nous, ça nous sert beaucoup, ça nous permet de voir comment les autres font, comment nous on peut faire. Et puis même aujourd'hui, on arrive à faire des choses en commun. Voilà. S'épauler en fait pour aller de l'avant, quoi. Ouais, voilà. Les énergies qu'il y a un peu partout en France autour des races à petit effectif, elles peuvent aussi se mutualiser et en donner d'autres plus importantes, quoi. Oui, parce qu'au final, votre sujet est le même si c'est pas la même race, l'investissement en technique et en temps à mettre en œuvre et en animation à mettre en œuvre pour tendre au développement, que l'on soit en Poitvine ou que l'on soit en Pyrénées, c'est... bien sûr, en fait, on n'a aucune capacité à aller faire de l'ingérence les uns chez les autres, puisqu'on a des problématiques différentes. Là, je pense aux Corses et aux Roves qui font énormément de défense contre les incendies, avec des troupeaux grands pastoraux, des fois de 500 chèvres qui mangent de la broussaille que personne ne veut et qui empêchent la moitié des feux du Var et de Navarre. Ouais. On n'a pas la même contrainte ou les mêmes problématiques que se posent les Lorrains, par exemple, qui redémarrent une race qui avait un effectif extrêmement faible, qu'ils ont dû redémarrer avec de l'absorption pour pouvoir sauver vraiment tout ça, et qui ont vraiment plus une dynamique conjointe quasi exclusivement laitière. Donc, on n'a pas de conseils à se donner. Par contre, sur la mutualisation des idées
et tout ce qu'on peut en faire et comment on peut l'organiser, là ça devient très intéressant. D'accord. Est-ce qu'un jeune qui voudrait se lancer dans l'une ou l'autre des races doit avoir peur d'un isolement potentiel, 5000 animaux, donc potentiellement, je ne sais pas combien vous avez d'adhérents à la chef Poitevine et combien vous avez d'adhérents, vous, à la chef des Pyrénées. Est-ce qu'il y a un risque d'isolement ou au contraire, cette petite taille est plutôt une chance parce que les gens s'entraident? Ben, alors, nous, il y a 100 éleveurs professionnels adhérents à l'association et il y en a une quarantaine qui sont des éleveurs qu'on appelle familiaux, qui ont des petits effectifs pour entretenir ou pour faire eux-mêmes leur propre fromage. Donc 140 éleveurs en tout ou 140 éleveurs adhérents à l'association. Après, il y a des éleveurs qui ne sont pas adhérents, mais il y a des Poitevines qui existent et qui ne sont pas recensés au niveau du livre généalogique. D'accord. Donc il y a ça aussi. Alors l'isolement, de par l'association, j'ai envie de dire non. Après, en Poitevine, comme je vous disais, il y a beaucoup d'élevages hors berceau, donc des élevages qui se retrouvent aussi isolés sur des territoires où il y a peu de chèvres, donc ça crée malgré tout un isolement. C'est pas que lié à la race à ce moment-là, parce que justement la race et l'animateur permettent de créer du lien avec ces éleveurs qui sont relativement isolés sur des zones où la chèvre n'est pas du tout présente et pas considérée dans le monde agricole. L'association à ce moment-là est intéressante aussi pour ces éleveurs-là qui sont isolés. Et dans tous les cas, donc l'association est là pour répondre aux besoins et aux attentes des éleveurs, donc, que ce soit pour les échanges d'animaux, mais que pour des questions tout autres aussi. Parce que le risque, c'est ça. Lorsqu'on se lance, on a quand même besoin d'être épaulé, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, d'avoir des conseils. Donc, il faut être rassuré sur ce point-là. Il y a une vraie volonté. Oui, bien sûr. Après, au niveau de l'association, on a l'animateur et les éleveurs aussi qui peuvent échanger avec des futurs installés. Il ne faut pas s'arrêter à ça aussi. Il y a plein d'autres associations et organismes qui existent et qui sont là justement pour aider à l'installation. D'accord. Voilà. D'accord. Il faut dans tous les cas taper à toutes plusieurs les portes. Ouais. Ouais. En fait, nous, je pense qu'on n'a pas endossé la casquette, j'ai envie de dire presque administrative de l'installation. Bien sûr qu'on peut être porteur de conseils parce qu'on sait tous, on y est tous passés, donc on sait vers qui orienter les gens. Par contre, nous, on a une vraie casquette, pour le coup, associative de diffusion d'informations. Donc nous, quand les gens adhèrent à l'association, ils ont le listing des 250 adhérents de l'association, professionnels ou non, hein. À partir de là, on est en train de travailler à essayer de monter des systèmes un peu de tutorage, c'est-à-dire que des gens qui ont un peu de temps et d'expérience dans l'asso ont envie d'aller faire 1 ou 2 visites par an chez des nouveaux projets pour leur dire tiens, ben là, moi j'aurais peut-être fait comme ça, ou j'aurais évité ça, ou ça c'est un peu... On essaye vraiment de laisser personne de côté parce que la force aujourd'hui, notre force, on est obligé de la tirer de cette force de réseau et de cette passion partagée. Grâce au poste d'animatrice aussi qu'on a sur l'association, c'est super d'avoir un standard où on peut appeler tout le temps et où Fanny a la main pour dire à quelqu'un tiens, tu cherches un bouc. Ben, en fonction des animaux que tu as déjà, moi je sais que chez lui, il en vend un qui pourrait être intéressant pour ton troupeau. C'est là que toute la dimension de pointage et d'enregistrement généalogique, elle est très importante, elle est essentielle. Et ça permet d'assurer à quelqu'un qui s'installe un bon démarrage sans se planter. D'accord. Parce que peut-être que dans les 20 ans avant, eh bien, on est beaucoup à s'être planté parce que ça se mettait en place. Donc si aujourd'hui on peut économiser ça aux porteurs de projets, ben on a réussi notre coup. Le partage d'expérience, quoi. Exactement. D'accord. Peut-être l'un et l'autre, est-ce qu'il y a aujourd'hui un thème plus prégnant au sein de vos races qui est essentiel par rapport à son avenir, à son devenir et qui pourrait servir de jeunes ou de futurs candidats à l'installation ? Qu'est-ce que vous feriez comme conseil? Quelles sont les thématiques sur lesquelles il faut être vraiment vigilant lorsqu'on se lance en race locale? Est-ce que finalement il y a des choses à faire plus attention qu'en race alpine ou sanaine où finalement c'est exactement la même chose, il faut démystifier la chose? Comment vous voyez? Moi je pense que la difficulté principale pour le coup, c'est que ça demande quand même, je vais pas dire, enfin non, je ne vais pas dire ce que je voulais dire parce que ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça demande plus de technicité, c'est que ça demande une autre approche du travail. D'accord. Et on a c'est quasi impossible d'aller frapper, malheureusement, hein, à la porte d'un technicien caprin qui va savoir nous conseiller sur nos pratiques. D'accord. Là où il y a un modèle peut-être un peu plus global ou généralisé, sur comment on tient des chèvres en bâtiment, sur des livreurs, il y a peut-être plus d'accompagnement technique pure et dure
Là où nous, à part appeler des gens qui ont déjà eu le cas, est-ce que tu as des chèvres qui se sont empoisonnées en mangeant ça? Est-ce que ça, c'est suffisamment nourrissant pour On est des dans de animaux ou l'empirique, quoi? quoi. Toutes ces données empiriques, malheureusement, on a expliqué pendant très longtemps à tous ces vieux bergers que c'était des crétins et qu'il fallait qu'ils restent dans leur montagne. Ils sont morts avec tout ce qu'ils savaient faire. Donc il faut Et aujourd'hui, on est redécouvrir. obligé de réapprendre tout ça, mais c'est extrêmement compliqué parce que toute cette base, eh bien, malheureusement, elle n'existe pas ou peu, quoi. Et cette base de formation pour travailler, par exemple, je pense aujourd'hui exclusivement dehors, qui semble être quelque chose d'évident. Des chèvres, c'est des herbivores qui mangent dehors. Enfin, ça semble être rien de... Je pense pas que nos modèles soient novateurs pour le coup. Je pense qu'ils sont plutôt même empiriques et c'est juste réadapté. Pour autant, c'est très difficile techniquement d'avoir des informations là-dessus. Et ça demande de l'expérience, beaucoup de partage d'expérience parce qu'il y a, on a presque que ça pour se reposer, quoi. D'accord, d'accord. Clément, tu voulais ajouter? Ouais, je vais ajouter à ce que disait Clément. Alors ça, c'est moins vrai ce que tu dis en chef Poitvin, mais nous, mais c'est vrai aussi quand même. Et après, l'autre point qui me semble important, c'est, enfin, ça rejoint un petit peu ce que tu disais de s'écarter un petit peu des schémas conventionnels d'élevage caprin qu'on retrouve, et aussi des systèmes de production laitière qu'on retrouve notamment en Alpine et Saanen, c'est-à-dire qu'on est sur des productions laitières qui sont moindres. Donc un jeune qui souhaite s'installer, il faut bien sûr qu'il le prenne en compte au départ. Bien sûr. C'est primordial parce que sinon il va très vite se casser le nez. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et c'est ce qui discrédite aussi beaucoup les races, hein. C'est le premier truc qu'on regarde chez un animal laitier, c'est ce qu'il fait en volume de lait. Bien sûr, il y a ça. Mais à côté de ça, il y a ce qu'ils mangent. Et comme vient de dire Clément, ce qu'ils mangent, c'est pas forcément aussi coûteux quand ils sont beaucoup dehors les animaux et qu'on les nourrit pas exclusivement à des concentrés ou autres. Donc c'est tout ça, c'est tout l'équilibre qu'il y a justement sur des systèmes comme les nôtres, entre effectivement une production laitière qui est moindre, mais après, les coûts derrière sont aussi moindres pour arriver à nourrir des animaux. On a des animaux qui vivent beaucoup plus longtemps qu'en Alpine et Saanen. Donc on élève des chevrettes en 2-3 fois moins de chevrettes tous les ans que sur les autres systèmes. Tout ça, c'est des coûts qui sont moindres et qui sont à prendre en compte à un moment donné dans les études économiques qu'on met en place pour installer un jeune. Ça pour moi, c'est vraiment un peu la clé. Je pense que ce qu'il faut recentrer et souvent qui nous manque, c'est de pouvoir essayer d'avoir une approche économique à l'échelle de tout notre système. C'est pas uniquement... C'est pas purement et froidement de se dire, ben tiens, je vais m'installer avec 30 chèvres, est-ce que c'est viable? Parce qu'en fait, s'installer avec 30 chèvres qui font 1,5 litre de lait, ça a l'air d'être la misère. Mais si ce lait, il est gratuit à produire et que derrière, il est bien valorisé et qu'on a peu d'investissement, pas peu d'investissement, mais qu'on maîtrise ces investissements, en vrai, le calcul, on peut faire tous les ratios qu'on a envie comptables, de comparaison de l'EBE avec le truc du litrage, du machin. Mais si on le ramène à notre échelle à nous, notre modèle, il est souvent pas si déconnant que ça et il est même souvent assez performant. D'accord, d'accord. Peut-être avant de conclure, vous donnez l'occasion l'un et l'autre de laisser, donc ce sera sur la vidéo, les gens qui regarderont la vidéo du coup pourront avoir les coordonnées de vos associations, donc les noms peut-être, et puis je sais pas, une adresse mail ou un numéro de téléphone de quelqu'un qui voudrait avoir des infos et qui pourrait du coup contacter vos associations respectives. Oui, c'est possible. Alors après, toutes les associations de races à petit effectif ont des sites internet, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez dans tous les cas trouver des informations sur toutes les races. Et nous, au niveau de l'association de la chef Poitvin, donc on a un site internet. Donc l'association s'appelle ADDCP pour Association de défense et de développement de la chef Poitvin. Donc le site internet c'est www.chefpoitvin, voilà. J'imagine qu'en tapant ADDCP, on tombe dessus. Voilà. Et la structure se trouve en Deux-Sèvres. La structure se trouve en Deux-Sèvres à Coulon, donc pas très loin d'ici, là dans le Marais Poitevin, à l'entrée du Marais Poitevin. D'accord. Et Clément, donc du coup, alors, pour la chèvre des Pyrénées, l'association La Chèvre de race pyrénéenne. Et bien évidemment, le plus facile, c'est de passer par le site internet. Vous cherchez Chèvre des Pyrénées sur internet, ça amène sur le site. Le siège, nous, de l'association est à Foix, en Ariège, parce que c'est un petit peu central sur les Pyrénées, quoi qu'il arrive. Hein. Et notre animatrice est toujours prête à répondre à vos questions. Et quand bien même, il y a le numéro de quelques personnes du conseil d'administration comme moi qui sont faciles à contacter et avec qui on peut échanger
et se renvoyer les uns les autres. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, un bon salon Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. et au plaisir.